à tous et bienvenue dans ce 26e épisode d'Androtech. Androtech, vous connaissez, c'est votre émission dédiée à Android et à la mobilité. Androtech est le fruit du partenariat entre tech.tv et frandroid.com. Je vous invite à partager l'émission et à la commenter avec le hashtag Androtech. L'émission est un petit peu spéciale aujourd'hui, je vous explique tout ça juste après le sommaire. Cette semaine, une émission un peu particulière consacrée à la Google I/O édition 2014. Google I/O, c'est l'événement de l'année pour les développeurs et les fans d'Android. Comme tous les ans, les 2 jours de conférence ont été énormément marqués par les nouveautés Android, et notamment celles dédiées au monde du prêt-à-porter connecté. Nous ferons donc un tour d'horizon des nouveautés de cette année grâce à nos 2 envoyés très spéciaux, Ulrich et Pod. Sur le plateau de cette émission, elle aussi très spéciale, nous aurons l'occasion de tester la montre connectée du coréen LG. Enfin, comme à notre habitude, les applications Android seront à l'honneur pour conclure cet épisode. Bonne émission à tous. Cette émission, comme vous le voyez, elle est un petit peu particulière. Ulrich a laissé sa place et c'est moi qui le remplace aujourd'hui parce qu'il est à San Francisco. Salut Ulrich, comment ça va ? Ben ça va, écoute, il est tôt et vous il est tard, mais il fait beau chez nous. On voit un petit rayon de soleil qui se reflète sur tes lunettes. Hein. J'ai une super vue sur Street Market, qui est une des rues principales de San Francisco, c'est assez cool. Ça n'a pas l'air mal. Juste à côté de toi sur nos écrans, on a Pod qui est aussi à San Francisco. Ça va bien aussi. Salut tout le monde, moi je suis à Auckland, plutôt dans le ghetto, c'est ma nature, c'est comme ça. Je tenais à profiter de ces petites salutations pour souhaiter un joyeux anniversaire à Guillaume Vendée. Merci. Et là tu me fais parfaitement ma transition. Guillaume, qui fête aujourd'hui son anniversaire, est de retour avec nous puisque tu étais venu nous rejoindre dans une des premières émissions d'Androtech. Oui. Content de revenir ? Très content, ça fait vraiment plaisir de revenir et de retrouver un peu l'ambiance du plateau, c'est très sympa. Merci beaucoup. Nous aussi on est content que tu reviennes. Et juste à côté de toi, un petit nouveau, Simon Guérou. Bonsoir. Qui est développeur Android. Toi, tu auras plein de choses à nous dire au sujet de la Google I/O. Ouais, je vais essayer d'aborder le côté plus technique de ce qu'on a pu voir, plus la face cachée de cette Google I/O. Plein de choses à découvrir ensemble. Alors cette semaine, on va parler de la Google I/O. Si on fait un petit rappel de ce que c'est la grosse conférence annuelle de Google qui est destinée aux développeurs. Elle réunit donc le gratin du milieu qui va à San Francisco, au Moscone Center, découvrir les nouveautés de Google. L'an dernier, qu'est-ce qu'on avait vu, Simon, à cette Google I/O, tu te rappelles ? Non. Et ben c'était peut-être parce que c'était moins impressionnant que cette année. On avait eu les Play Services qui avaient été bien détaillés. On avait eu Google Play All Access qui avait été également présenté pour les États-Unis au début et qui est arrivé chez nous quelques mois plus tard. Il y a eu beaucoup de nouveautés techniques aussi, mais en tout cas les grosses annonces, c'était plutôt ça. Et cette année, on a vu beaucoup d'annonces et aussi des choses qu'on n'a pas vues, comme les Google Glass. On en parlera un tout petit peu plus tard. Ulrich et PO, vous pouvez nous dire comment c'était cette édition au niveau ambiance ? Est-ce que je vais peut-être commencer parce que je suis peut-être le plus négatif, je pense. L'ambiance a été vraiment géniale. Moi, je suis beaucoup plus déçu par le contenu des conférences que j'attendais beaucoup plus technique, expert et pointu. Par contre, c'est clair que voilà, l'ambiance, elle est juste incroyable. Il y a toute la planète Android, tous les gens qui comptent dans le milieu des applications et des systèmes Android qui sont réunis là et avec qui on peut discuter, échanger. Ça, c'est vraiment le côté formidable de cette conférence. Et toi, Ulrich, t'en as pensé quoi alors ? Mais effectivement, le Google I/O, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est déjà une belle conférence d'ouverture, c'est là où il y a toutes les annonces, et ensuite c'est des conférences et des workshops. Et pour le coup, je rejoins PO, j'ai fait des conférences, alors que je ne suis pas technique, j'ai tout compris, donc il y a un petit souci, pas tout. En tout cas, il faut aller au workshop où c'est un peu plus technique, et tout est presque disponible sur YouTube ensuite, donc pour le coup... c'est pas ça qui est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est le networking qu'on peut faire. Et là, effectivement, il y a tout le gratin d'Android. Et pas seulement, les gens sont accessibles, sont de bonne humeur, c'est agréable. J'ai par exemple pu voir Hugo Barra qui discutait avec Duarte. Donc Hugo Barra, c'est un ancien de Google qui est parti chez Xiaomi, avec une petite histoire où on ne connaît pas vraiment l'histoire exacte, mais c'était assez marrant à suivre. Et Duarte, c'est la personne qui est en charge, Mathias Duarte, en charge du design chez Android. Ils discutaient ensemble et c'était marrant de pouvoir être à 30 cm de ces personnes-là. Ça, c'est un exemple. Et j'ai aussi pu croiser des super développeurs que j'avais l'habitude de croiser seulement sur Twitter. Ça, c'est extra. Guillaume, toi, tu l'as suivi sur YouTube, comme nous qui étions à Paris.
Est-ce que tu as eu l'impression aussi que c'était une Google I.O. très grand public, très tournée vers des annonces, mais peu vers la technique? Oui, alors effectivement, moi je rejoins un peu le Rich sur l'idée que je comprenais plutôt bien les notions qui étaient abordées, un peu moins sur la fin, parce qu'on sentait qu'on abordait des choses vraiment plus techniques qui me dépassaient un petit peu plus. Et j'avoue qu'il y a aussi sans doute le côté un peu long de la présentation. Moi de mon côté, mais c'est vraiment un ressenti grand public, hein, je me sens plus en affinité avec une présentation de keynote de WWDC Apple que celle qu'on a vue là. C'est plus, il y a des petits détails qui font que ça fait moins événement accessible à tout le monde. Tout bêtement, on sent que les mecs lisent leur prompteur. On sent que c'est des ingénieurs qui viennent là pour expliquer leur travail. Donc c'est des mecs qui sont mieux placés sans doute pour parler de ce dont ils parlent que chez Apple. Mais pour autant, on a moins cet engouement. Alors voilà, ça c'est simplement sur la forme parce que sur le fond, c'était malgré tout très intéressant. Et pourtant, il y avait très très peu d'ingénieurs qui ont pris la parole. L'essentiel des personnes qui sont arrivées sur scène, c'était des product managers. Mais effectivement, je confirme, ils lisaient leur prompteur et ça se sentait pas mal. Il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas très très à l'aise sur scène. Ouais. C'était peut-être le côté qui se ressentait le plus, le manque d'aise des intervenants. Même combat pour toi, Simon? Moi, j'ai suivi ça a posteriori, mais je pense que Google est revenu un peu à ses sources, à ses premières Google I.O. pour faire quelque chose de plus proche de la technique et a envie sûrement de se différencier d'Apple sur ce côté-là. Parler plus à une masse de gens qui s'y connaissent et qui sont des early adopters, puisque ça parle de preview, ça parle de choses qui ne sont pas encore disponibles tout de suite. Bah justement, on va en parler de cette histoire de preview. On a vu arriver Android L Preview, donc destiné aux développeurs. C'est la prochaine version d'Android qui n'est pas disponible pour le grand public en mise à jour, mais qui arrivera plus tard dans l'année et qui est donc la prochaine version qu'on va découvrir prochainement sur nos terminaux. Ulrich, PO, vous avez vu tout ça tourner? D'ailleurs, moi, je sais pas si tu as vu, j'ai passé 3-4 heures hier, dans la nuit, à utiliser Android L Developer Preview sur des Nexus 5. Moi, je trouve que c'était étonnant. C'est la première fois que Google déploie une version instable d'Android, vraiment pour les constructeurs et les développeurs. Le grand public y a accès, mais à vrai dire, moi, je vous déconseille de l'installer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est une version mise à jour majeure d'Android et on n'avait pas eu ça depuis 2011 ou 2012. Je ne sais plus exactement la date de KitKat, mais voilà, ça fait du bien d'avoir une grosse version d'Android qui arrive. Et il y a beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue interface, mais aussi performance, autonomie, compatibilité, écosystème. PO va confirmer tout ça. Est-ce que PO, tu peux nous expliquer ce qu'il en est des histoires de performance justement qui ont été améliorées avec cette version Android L? Alors, tout simplement, si on revient l'année dernière au premier shipping du Nexus 5, les gens se sont aperçus qu'en fait, dans les options développeurs, il y avait la possibilité de changer de machine virtuelle. Alors, c'est quoi une machine virtuelle? C'est une solution logicielle qui permet de s'abstraire du matériel, c'est-à-dire que les applications qu'on installe sur Android, elles fonctionnent pas sur le processeur directement, mais sur cette machine virtuelle, ce qui permet d'être compatible avec un certain nombre de processeurs et de passer du 32 bits au 64 bits en claquant des doigts, par exemple. Auparavant, la machine virtuelle d'Android, c'était la Dalvik Virtual Machine. Aux premières livraisons du Nexus 5, on s'est aperçu qu'on avait le choix pour passer sur ART. ART, c'est Android Runtime. C'est une nouvelle machine virtuelle qui, plutôt que de compiler l'application au moment où elle l'exécute, ou juste avant, va la compiler pour le processeur au moment de l'installation, ce qui veut dire que l'installation va prendre un peu plus de temps, aussi un peu plus d'espace mémoire, mais en revanche à l'exécution ce sera beaucoup plus rapide, presque 2 fois plus rapide selon les cas d'usage. Et il y a aussi des gains d'autonomie qui sont à prévoir. Simon, tu peux nous expliquer comment ça marche? On a vu qu'il y avait le projet Volta qui est arrivé là, qui va nous permettre d'avoir justement de gagner vraiment beaucoup en autonomie. Le tout c'est dans le cœur d'Android et en fait il n'y a vraiment rien qui change pour l'utilisateur. C'est dans le cœur du système que tout se fait mais on va vraiment gagner beaucoup de batterie. Là. On a vu par contre qu'il y avait des petites fonctionnalités d'interface qui arrivaient et aussi un gestionnaire d'énergie qui arrive. Là, c'était intégré dans les surcouches et maintenant, on l'a directement dans la version stock d'Android. Il y a une espèce d'historique d'utilisation, quelque chose qui est un peu
un peu difficile à lire, je pense, pour l'utilisateur de base d'Android. Mais pour quelqu'un qui veut vraiment s'intéresser et comprendre ce qui vient manger sa batterie petit à petit, ça va l'aider beaucoup plus que ce qui existait à ce jour. Bon, une question à tout le monde. Qui a installé Android L sur un Nexus 7 ou sur un Nexus 5? Pas encore? Pas pour moi. Il n'y a qu'Ulrich alors. C'est un émulateur. Un émulateur. Pas toi non plus, Pod? Non, j'ai pas vraiment eu le temps. C'est clair que je vais le faire dès que je peux, parce que j'ai bien envie de bricoler avec ça. Mais pour le moment, pas encore. Ceci dit, j'ai un petit peu regardé avec Pierre-Yves Ricot qui travaille chez Square. Et il y a des trucs assez intéressants. On a aussi regardé du côté des montres, mais ça, j'imagine qu'on en parle un peu plus tard. On va en parler plus tard. Est-ce que c'était une avancée que tu attendais, cet Android L? Est-ce que c'est la version que tu aurais souhaité voir auparavant? Moi, je suis assez content des performances d'interface graphique qui ont été faites, parce que bon, il y a pas mal d'effets, il y a du relief, il y a des ombres portées, etc. Et le tout s'affiche à 60 frames par seconde, c'est-à-dire que ce sera, c'est garanti, ce sera fluide, et ça n'a pas forcément été facile, à mon avis, pour les développeurs chez Google à réaliser comme performance. D'une façon générale, ceci dit, je trouve que c'est un peu Fisher-Price en termes de couleurs, non pas au niveau de, voilà, justement du relief, des ombres portées, mais les couleurs, les choix d'icônes ronds, les boutons qui flottent, c'est bon, je suis pas, franchement, je trouve pas ça moche, hein, mais c'est pas le truc qui m'enthousiasme vraiment. Il n'y a pas eu que Android L qui a été annoncé juste avant-hier, pardon. Il y a eu aussi Android One. Alors là, on n'est pas dans une version d'Android, mais dans un programme de smartphone qui est destiné au marché émergent. Ulrich, tu nous expliques comment ça marche? Android One, en gros, c'est l'Android. C'est l'Android L. Sauf que, comme l'a dit PO, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de petites choses esthétiques. Et je pense que sur Android One, on n'aura pas tout ça, parce qu'Android One, c'est une base d'OS Android basée sur Android L, qui est adaptée au téléphone low cost, donc entrée de gamme, qui sera dans un premier temps prévu pour les marchés émergents. Et du coup, Google a voulu faire le ménage dans les produits low cost, parce qu'il y a de tout et de rien. On lançait quelque chose sur Android parce qu'on teste beaucoup d'appareils. Et justement, ils vont proposer Android One. Et pour le coup, tout le monde va devoir jouer le jeu avec Android One, c'est-à-dire les producteurs, les fondeurs qui font, par exemple, comme Mediatek, qui donnait pas ses sources, qui libérait pas ses sources, ils vont devoir le faire avec Android One. Mais aussi les constructeurs qui vont devoir, du coup, se focaliser plus sur le matériel, parce que le logiciel sera géré entièrement par Google. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce tournant pris par Google qui maintenant veut aller apporter de l'Android vers tous ces marchés émergents? Moi, je crois que ça devient indispensable maintenant pour Android, pour Google, pour aller toucher des marchés qui sont aujourd'hui peut-être plus difficiles à atteindre. Et on sait qu'il y a un potentiel commercial énorme à l'international sur tous ces pays-là. Donc, ça devient incontournable. Et je pense que c'est là aussi où je tombe peut-être régulièrement dans le piège de la guéguerre Apple Android, enfin iOS Android. Mais en l'occurrence, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer, parce que clairement, Apple va pas pouvoir jouer sur ce terrain-là à l'international. Je suis pas certain que Windows Phone arrive vraiment à apporter une solution par rapport à ça, donc ils ont une vraie carte à jouer, et je pense qu'ils ont raison d'aller à fond dans ce sujet-là. Je pense pas qu'en termes d'usage ça va vraiment changer notre vie, nous de notre côté utilisateur d'Android classique. On a parlé essentiellement de l'Inde en tant que marché principal, avec le partenariat. Oui, pardon, vas-y. J'ai une petite question que je vais poser à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est du coup une belle offensive face à Firefox mobile? Pour moi, c'est le concurrent principal en tout cas. Moi, je suis pas sûr qu'ils avaient vraiment peur de Firefox, même si effectivement ça doit jouer, ça et Ubuntu et autres initiatives du même genre. En revanche, ce dont Google devait certainement avoir très peur, c'est de se retrouver avec des versions d'Android qui allaient jamais être mises à jour, parce que c'est sur du Mediatek, parce qu'il n'y a pas assez de RAM pour mettre autre chose que du 4.1, et du coup là ils prennent le problème à bras le corps en disant voilà, nous on va shooter notre propre version, c'est nous qui faisons le développement de cette ROM là, et d'ailleurs on a un référence design de hardware qui est vraiment prévu pour ça, et qui est adapté à ce truc là. Je pense que c'est vraiment la réponse à un problème auquel les développeurs n'étaient pas encore confrontés, mais allaient s'y confronter très très bientôt pour shooter des applications.
C'est plutôt une bonne explication en tout cas de cette volonté. Et petite info, il va y avoir du Snapdragon 200 en 4G qui devrait sortir en fin d'année et on devrait avoir du coup des téléphones plutôt convenables à moins de 100 € en 4G. Alors là, on parle pas d'Android One, on parle d'Android à l'échelle globale, mais de matériel dispo. Oui, mais du coup, ça va équiper sûrement ces appareils Android One. Voilà, c'est du Snapdragon 200 en 4G. Donc du matériel de bonne qualité en tout cas. Ça devrait être pas mal en fait. Voilà, on devrait avoir une expérience pas mal. L'autre annonce qui a suivi cette partie Android tournée vers le mobile, c'est l'Android tourné vers les objets connectés. On en a beaucoup parlé toute l'année avec la déferlante des montres connectées et des trackers d'activité. Jolie montre, effectivement. Vous avez tous les deux la même ? On a choisi la même, ouais. Ah, vous êtes pas originaux, hein. La Google I.O., c'était l'occasion de représenter, puisqu'on connaissait déjà l'OS Android Wear, qui est destiné donc aux objets connectés dans leur globalité. Les premiers à sortir, ce sont bien sûr les montres, avec la Moto 360, dont on va reparler, mais aussi la LG G Watch, que j'ai au poignet. On synchronise les montres. Et au poignet d'Ulrich et de Pod, on a la Samsung Gear Live. Alors, c'était un peu la surprise de la Google I.O., non ? Je pense que c'est la surprise même chez Samsung, hein, d'ailleurs. Hein, ils ont dû travailler au moins 2 semaines dessus. La mauvaise langue. Bon, c'est pas mon genre, ça. Bah, raconte, comment elle est alors ? Parce que nous, on l'a pas vue. Hein. Écoute, on va reprendre le truc. Dans la keynote, on nous a parlé de la LG Watch du début jusqu'à la fin. Et puis tout d'un coup, il y a eu mention de cette Samsung Gear Live, mais vraiment genre au dernier moment. Et puis un peu genre, oh ouais, au fait, vous aurez peut-être le choix, vite fait. Donc on est un peu genre quoi, ok, ça c'est bizarre, il n'y a pas eu de fuite à aucun moment. Et donc effectivement, on a eu le choix entre la LG G Watch et la Samsung Gear Live. J'ai pas les chiffres, mais il se murmurait dans les couloirs que 2 fois plus de personnes ont préféré prendre la Samsung que la LG. Il faut dire que même si elle est un peu moins jolie, elle est mieux dotée en termes de capteurs. Par contre, voilà, c'est clair que c'était pas prévu pour nous et je pense que c'était pas prévu chez Samsung non plus. C'est pas mal buggé. Faut quand même se le dire. Ça a été relativement difficile d'ailleurs de synchroniser avec des téléphones. Hein. Ouais, non, mais la montre en elle-même n'est pas buggée. C'est juste que Google n'était pas prêt à déployer 5000 montres et du coup, toutes les applications nécessaires pour la montre n'étaient pas disponibles. Il fallait télécharger les Play Services. Il y avait ça, mais... Il fallait télécharger Android Wear. Mais pour le coup, la montre, pour moi, elle ne bug pas. Hein. Je suis d'accord parce que j'ai les mêmes problèmes avec la G Watch. Hein. Je veux dire, il y a ces problèmes d'Android Wear et de Google Play Services en bêta, etc. Mais ça, c'est commun aux deux montres et à tous les devices Android Wear qu'on pourrait imaginer. Moi, ma montre, elle a redémarré 3 fois parce qu'elle a planté. La montre d'Edouard, il a mis 4 heures avant de pouvoir lancer une application dessus. Et j'ai vu pas mal de gens qui avaient un paquet de bugs. François Légaré a trouvé un paquet de boutons qui étaient non cliquables où genre il tapait sur son écran comme un malade sans que rien ne se passe. Je pense que c'est pas extrêmement stable. On explique quand même la différence entre toutes ces montres. La G Watch, celle que j'ai au poignet, donc elle est carrée comme la Samsung. Elle a un écran qui fait un tout petit peu moins de pixels, c'est 320 par 320 si je dis pas de bêtises sur la Samsung. Et la Samsung a un capteur de rythme cardiaque qui fait défaut à la LG, ce qui permet de s'en servir comme capteur d'activité pour les sportifs notamment. C'est bien ça, Ulrich ? Oui. Il est fonctionnel, effectivement. J'ai déjà publié un test. C'est une grosse prise en main de la Gear Live. Et j'ai testé. Écoute, je venais juste de finir le test de la Gear de Light. Et on a un produit qui est un peu plus fin. Et sinon, c'est le même produit. C'est juste qu'on n'a pas, par exemple, le capteur infrarouge qui permet de changer les chaînes de sa télé. Mais bon, ça, c'était pas indispensable. Pour moi, c'était entre les deux montres le meilleur choix d'un point de vue finition, d'un point de vue caractéristique. Après, effectivement, elle est peut-être buggée. Moi, j'ai pas rencontré de bug encore. Mais il faut quand même dire que la montre sera disponible le 8 juillet prochain et qu'on est les premiers utilisateurs grand public enfin, grand public. Voilà. Mais en tout cas, on est les premiers utilisateurs et du coup, c'est normal qu'il y ait quand même quelques déboires. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de cet Android Wear, puisqu'on n'en a pas vraiment parlé, mais il sert à faire beaucoup de choses? Ouais, alors moi d'un point de vue développeur, je pense que ça va être une grosse opportunité. En soi, n'importe quel développeur d'application peut pousser de l'information sur
sur les montres connectées et c'est quelque chose d'assez facile à prendre en main. Tout est bien expliqué comme d'habitude par Google et on peut même aller jusqu'à packager des applications qui vont s'installer sur la montre elle-même. Donc des choses qui vont pas faire grand-chose, parce que c'est un périphérique qui a des capacités assez limitées, mais qui vont pouvoir aller prendre des données du téléphone pour les afficher de manière assez intelligente à l'écran. Le tout avec bien sûr une ergonomie qui va un peu changer, donc là les développeurs vont un peu s'adapter. Et qu'est-ce que vous pensez de cet usage vocal, puisque c'est ça qui fait la force d'Android Wear, c'est envoyer ses SMS à la voix, répondre à ses emails à la voix. Vous pensez que c'est un usage qui pourra se développer ? Moi, de mon côté, j'attends de voir, parce que c'est l'éternel sujet. Les commandes vocales, on les a entendues et on les a vues passer en masse. C'est pas toujours convaincant et parfois les résultats sont un peu approximatifs. Donc, il y a des grosses évolutions qui ont été faites ces derniers temps dessus. Et on a quand même des interfaces qui fonctionnent de mieux en mieux maintenant. Il faut voir ce que ça donne. Moi, j'ai tendance quand même à me rappeler la mode des oreillettes Bluetooth telles qu'on les avait. Et objectivement, c'est un appareil super pratique, l'oreillette Bluetooth. C'est un truc sans fil, qui est plutôt discret, avec lequel on peut interagir sans prendre son téléphone. Et pour autant, ça n'a jamais percé parce qu'on a l'air grotesque. Est-ce qu'on va avoir l'air grotesque à parler à son... Alors dis-moi, est-ce que j'ai l'air grotesque avec ma montre au poignet ? Alors ça se voit, je vais pas me permettre de dire qu'il y a du grotesque sur le plateau, je me permettrai pas. Mais il y a un côté un peu gadget Power Rangers, effectivement. Alors après, est-ce qu'il va y en avoir tellement, et parce que les usages vont être tellement indispensables, qu'on va s'y faire et qu'après tout, bah voilà, ça va être quelque chose, on va pas être surpris de voir quelqu'un avec un gros machin au poignet, ou est-ce que ça va être rédhibitoire? Bah, c'est les semaines et les mois qui sont à venir qui vont nous le dire. Moi j'ai tendance à penser quand même que ça va s'inscrire dans l'inconscient collectif, et le fait que chaque intervenant dans la Google I.O. ait sa petite montre présente pendant qu'il discutait, je pense que c'était un message implicite qui passait de dire attendez-vous à voir plein de gens qui vont les utiliser pour faciliter un peu l'adoption. Ceci dit, on avait quand même beaucoup de monde au premier rang de la Google I.O. qui avait les Google Glass et on n'en est pas encore tout à fait là non plus. Vous auriez choisi laquelle, vous? Quelle montre? La G-Watch ou la Samsung? Moi, j'aurais fait partie de ceux, en tout cas, qui auraient fait « Oh !» quand ils ont dit que la Moto 360 n'est pas encore dispo. Mais... C'est ça, moi j'aurais attendu. Oui, alors la Moto 360, parlons-en, c'était la montre que tout le monde attendait parce qu'elle a un écran rond qui fait penser aux montres bijoux qu'on connaît actuellement, mais elle n'arrivera pas tout de suite. On parle de cet été. Est-ce qu'on a expliqué pourquoi finalement elle ne serait pas dispo? Ulrich, est-ce que tu as des informations à ce sujet? Oui, on le sait. Oui, on le sait. D'ailleurs, j'ai pris en main, j'ai fait une prise en main sur Frandroid pour ceux que ça intéresse. Moi, c'est mon produit Waouh. J'avais pas eu ce Waouh depuis quelques années sur un produit tech. Franchement, quand je suis ressorti de ma prise en main, je me suis dit, là, on a vraiment un produit qui est très bon. D'un point de vue finition, il y a vraiment de l'intelligence sur la conception. Par contre, peut-être que Motorola a mis la barre un peu trop haute et du coup, ils ont énormément de problèmes techniques. Dans la conception de la montre, c'est-à-dire l'écran circulaire, il galère, l'épaisseur, il galère, le rechargement, il galère parce qu'a priori, ça sera du rechargement par induction, ce qui évitera d'avoir une prise ou des connecteurs. Bref, ils se sont peut-être mis trop trop de challenge et peut-être que ça va se ressentir sur le prix de la montre parce que la LG et la Samsung sont disponibles à 200 €. On ne connaît pas le prix de la Motorola, mais après réflexion, je pense qu'elle sera peut-être autour des 400 €. En tout cas, de 300 à 400 € et plus vers les 400 €. On voit Pod qui opine du chef. Tu penses aussi que ce sera aussi onéreux que ça? Ouais, plus ça pèse lourd, plus c'est cher. Bon, malheureusement, c'est pas exactement comme ça, mais effectivement, je pense qu'elle va être très chère pour toutes les raisons qu'Ulrich vient d'énoncer. Faut souligner aussi que l'écran, il est merveilleux. Enfin, je veux dire, quand on regarde la montre, on n'a vraiment pas l'impression de regarder un écran. Quand elle affiche des aiguilles, on croit que c'est des aiguilles. Faut vraiment regarder de près pour faire ah ouais, ok, d'accord, c'est vrai que c'est un écran, ou voir le rétroéclairage changer. Et s'apercevoir que ouais, effectivement, bon, c'est quand même pas la même chose. Mais voilà. C'était une maquette au début. Non, moi aussi. Enfin, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'écran, que c'était un truc imprimé dessus. Enfin, pour de vrai. Ouais. Moi, j'ai juste une question, vous qui les avez portés depuis quelques heures au moins, c'est peut-être compliqué, il n'y a peut-être pas assez de recul. L'autonomie, pour moi, ça restait quelque chose de rédhibitoire quand on a parlé, quand elle les voyait venir. J'arrêtais pas de me dire, non, un nouvel appareil à recharger tous les jours, c'est trop. Est-ce que finalement, vous commencez à vous faire à cette idée-là ? 3 choses à dire sur l'autonomie. La première, c'est que la montre est constamment connectée. Et surtout, en ce moment, parce qu'il y a peu d'applications en ligne. Donc, la plupart des applications utilisent la connectivité. Pour le coup, c'est connecté en BLE. C'est Bluetooth 4.0
qui a justement l'intérêt de pas beaucoup consommer et ça se ressent. C'est-à-dire que en une grosse journée d'utilisation, il va avoir la montre aura la même autonomie que son smartphone, c'est-à-dire une journée. Mais c'est-à-dire une bonne journée. Par exemple, moi hier, j'ai envoyé peut-être 10 emails, j'ai consulté au moins 100 fois ma montre et il y avait encore de la batterie le soir, donc c'est pas mal. Moi, je n'étais peut-être pas aussi convaincue. Moi, je l'ai installé ce midi. Et là, j'en suis à, attends, je vais te dire, 65%, sachant que j'ai une partie des fonctionnalités qui ne sont pas encore actives pour cause de difficultés d'installation. Le fait est que de toute façon, on peut pas, on n'a pas de recul là-dessus. C'est pas, en tout cas, Ulrich et moi, on tire pas la sonnette d'alarme en disant oh putain, au bout de 2 heures, il y a plus de batterie. De là à vous affirmer que ça va tenir 2 jours, on le fera pas clairement. Moi, j'ai un petit truc, une petite remarque, c'est dans le débat entre choisir la LG ou la Samsung, il y avait le fait que la Samsung, elle est avec une batterie de 200 mAh, alors que la LG est à 300 mAh. Et moi, je disais aux gens, oui, mais bon, en même temps, la Samsung, elle a un écran AMOLED, et donc du coup, si on la met sur fond noir, ça devrait quand même être vachement plus efficace. Eh bien, il n'y a pratiquement pas de thème d'horloge sur fond noir, parce que là, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc, je trouve ça un petit peu stupide. Mais bon, ça va arriver. À voir totalement. D'ailleurs, est-ce que tu as laissé l'affichage actif ou pas non, j'ai pas laissé l'affichage actif, justement. Comme j'ai pas trouvé de trucs sur fond noir, je l'ai pas mis. Oui, il y a plusieurs manières d'afficher. Moi, j'ai mis l'affichage classique et du coup, la montre est toujours allumée. Donc, j'ai pas besoin de devoir l'allumer pour regarder l'heure. Et ça n'a pas l'air de consommer énormément plus, pour le moment. Non, c'est ce qu'on a également sur la LG. On a l'affichage de l'heure en blanc sur fond noir. Effectivement, sur un écran LCD, donc la consommation est plus importante. Et si on veut avoir de la couleur, il suffit d'un clic dessus. Et là, on récupère un affichage sur un fond coloré un tout petit peu plus gourmand en énergie. Bon, ce qu'il faut voir, je pense que c'est aussi une version qui est encore pas optimisée et qui est vraiment du travail. Les développeurs, ce qu'ils ont accès dans le kit de Google, c'est une version qui est nommée comme une 4.4. Donc c'est pas encore Android L. Enfin, on parle pas vraiment d'Android L et des optimisations qu'ils ont pu faire. Donc on va rester sur quelque chose qui pour l'instant est techniquement en dessous de ce qu'on va avoir sur les smartphones en termes d'optimisation et d'amélioration. Je confirme, c'est du 4.4, c'est de la Dalvik Virtual Machine, etc. C'est la version d'Android que vous aviez sur vos téléphones. Par contre, dernier élément, dessus on a du Snapdragon 400 avec 512 émo de RAM. C'est l'équivalent d'un téléphone d'entrée de gamme, donc c'est pas mal. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Voilà. Autre nouveauté assez impressionnante, c'est vous qui allez nous le dire, Android TV, pas télé, qui est un peu le successeur de Google TV qu'on a vu il y a quelques années, qui n'a pas forcément eu un succès retentissant. Vous avez vu à quoi ça ressemblait cet Android TV. Donc c'est un Android qui est intégré à l'écran et non pas sous forme de boîtier à côté, quoique puisqu'il y aura des box Android TV qui vont sortir chez d'autres constructeurs. C'est un OS, hein, ça peut être installé sur la console, sur un magnétoscope, diverses formes de produits. Un DVR, ou une télé, peu importe en fait. D'ailleurs, c'est de l'Android L dans les démos. Enfin, ils l'ont pas précisé tout le temps, mais c'est de l'Android L. Donc, c'est bon. Alors ça donne quoi en fait en démo? Vous n'avez pas l'air super convaincu. Hein. Si, moi, c'est une des plus belles surprises. Je l'ai testé pendant 1 heure. Donc, en fait, Google distribuait des kits de développement avec une Android TV qui était assez jolie et avec une manette de jeu qui allait avec. Donc, en gros, c'est une Gold TV améliorée, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis à jour, c'est toujours sous Android. Derrière, ils ont ajouté toutes les capacités du Chromecast. Du coup, on peut faire du streaming depuis son mobile, on peut faire du, comment on appelle ça, du mirroring vidéo. J'ai l'impression que c'est surtout un restart, quoi. Ils rebootent le projet. Ils sont sûrement revenus vers leurs partenaires. Il y a Sony, Sharp, il y a aussi Bouygues Telecom et SFR qui vont commercialiser des box. A priori, ils ont affiné la stratégie cette fois-ci. Ils y vont un peu moins de façon offensive, en fermant les yeux. Là, j'ai l'impression qu'ils ont prévu un peu plus le découlé Android
TV. Moi, pour le coup, je trouve que l'interface est intelligente. On peut commander ça soit par la voix avec Google Now, soit par son téléphone, soit par une manette de jeu, soit une télécommande. Et puis les applis, et là en plus il y a les applications maintenant, surtout pour le marché américain avec Netflix, etc. On va voir ce que ça donne en France dans quelques mois. Oui, à la rentrée. Tu parlais d'écouler Android TV par le biais de partenariats avec des opérateurs, notamment SFR et Bouygues. Je pense que Simon, tu peux nous parler de tout ça, puisque tu connais très très bien les projets de Bouygues Telecom, avec le projet Memphis, si je me trompe. Miami, pardon, Memphis, ouais. N'importe quoi. Oui, c'est... Raconte-nous tout. En fait, le fait que Android TV arrive, c'est pas vraiment une surprise. La Google TV s'était glissée entre l'opérateur de contenu et la télévision. C'était vraiment quelque chose de très intrusif et il y a peu d'opérateurs qui appréciaient ça, le fait qu'on vienne s'emparer de leur source de revenus. Maintenant, avec Android TV, ils travaillent en partenariat. Ils amènent une dimension qui est plus proche de celle que le client attend et plus proche que plus proche de la vision des opérateurs pour mettre en place une solution de télévision sous Android. Donc ils vont se heurter à beaucoup moins de problématiques qu'avec la Google TV. Et techniquement, ils sont sur une solution qui normalement devrait être plus proche d'un Android classique et moins un espèce de dérivé bizarre comme ce qu'ils avaient fait avec les premières Google TV. Et est-ce que ça va arriver pour l'automne? Est-ce que c'est le genre d'appareil que vous aimeriez voir dans vos salons, à vous, réellement? Pour avoir travaillé sur le domaine, ouais, c'est quelque chose que je voulais voir. Ça apporte un vrai intérêt à la télévision telle qu'on la connaît maintenant, parce que bon, on a beaucoup de contenu avec Internet, des sources de replay, des choses sociales qui se connectent à tout l'univers de la télévision. Mais ça se fait à part et là on va pouvoir amener les deux et en plus on va avoir même le gaming qui va se rajouter. Et ça, on a vu la box de Razer qui a aussi été annoncée en tant que produit en développement. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel ils vont pouvoir faire quelque chose vu les performances graphiques, vu ce qu'ils développent en termes de performances graphiques. Sur les apports en termes d'OpenGL et sur le Android Extension Pack qu'ils ont rajouté récemment. Tu dois alors, Guillaume, jouer sur ta console Android TV et ensuite aller prendre de la VOD ou des services télé via cette box? Mais en fait, aujourd'hui, déjà, j'ai tendance à le faire, mais c'est éparpillé. En fait, très rapidement, je ne vais pas raconter ma vie, mais sur ma télé, j'ai 4 ports HDMI, j'ai la Freebox, j'ai un Mac Mini qui me sert de Media Center, j'ai le Chromecast et j'ai la Xbox. Et il s'avère que la Xbox, j'ai de moins en moins de temps de jouer aux jeux vidéo sur ma télé dans le salon. J'ai plus du tout le temps. Et en fait, en gros, la solution qu'apporte Google là, ça rassemble tout. Donc, j'ai même plus besoin de switcher les ports HDMI, l'expérience elle est complète, elle est continue et à la limite il y a même des interactions entre les différentes sources. Donc oui, clairement ça répond vraiment à des besoins que je peux avoir moi de mon côté. Après, est-ce que ça va vraiment répondre aux besoins des hard gamers et à ceux qui veulent vraiment des bons effets spéciaux, des consoles next-gen? Je suis pas certain, mais c'est pas forcément ce que cible Google derrière ça, je pense. Non, ça n'a jamais été le cas sur le gaming mobile, mais ça marche quand même. Oui. Et moi j'ai une question, est-ce qu'on aura vraiment le choix? Parce que finalement je pense qu'à terme tous les opérateurs vont proposer une box sous Android TV, ils n'auront plus qu'à développer leur software, du coup ça leur coûtera beaucoup moins cher, ils sont contents. Tous les constructeurs de télé ils vont faire la même chose, ça leur coûtera moins cher. Et puis de toute façon on retrouvera tous les services sur le Google Play, donc est-ce qu'on aura le choix? C'est exactement ce que tu dis, hein. Aujourd'hui les opérateurs ça leur coûtait vraiment des fortunes pour lancer un produit. Ils espéraient tous pouvoir le faire vivre pendant des années, mais il s'avérait que c'était complètement faux, il fallait tout refaire à chaque fois. Les constructeurs de télévision ont essayé de lancer leur market applicatif, on a eu Samsung, LG, etc., ça a été une catastrophe. Maintenant ils ont Google, avec Android, des vraies applications comme on a l'habitude d'en avoir sur le smartphone ou la tablette, des choses avec lesquelles les gens sont plutôt à l'aise. Et ça devrait arriver plus facilement dans le foyer que ce qu'on a toujours pu essayer de mettre, sachant qu'en plus ça va être ouvert comme écosystème et on n'aura pas que les applications de son opérateur ou les applications du constructeur de télévision. Donc on va profiter d'un univers bien plus riche. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surcouches comme on en a aujourd'hui sur les smartphones Android?
Tout à fait. C'est déjà le cas. Le projet, je pense que le projet Miami de Bouygues Telecom, c'est déjà entre guillemets une surcouche. Et d'ailleurs, qui a fait les interfaces du projet Miami? Parce que ça fait un peu vomir, quoi. Parlons-en. C'est un peu un rapprochement effectivement, de deux opérateurs. T'avais Android TV, ça fait rêver, et t'avais le projet Miami, tu disais, oh là, la déchéance, quoi. Mais le fait est que Android TV, c'est Android, et que comme sur Android, on peut remplacer le launcher, qui est donc l'interface que vous avez vue pendant la keynote, par un autre qui pourrait être celui de l'opérateur, et c'est déjà le cas sur la plupart des implémentations opérateurs qu'on a pu entreapercevoir. Ça fait du boulot en perspective, en tout cas de l'amélioration pour les télés qui ont des interfaces actuellement extrêmement compliquées et désagréables à utiliser. Ça promet de belles choses. D'autres interfaces sont compliquées à utiliser, ce sont celles des voitures. Généralement, les systèmes embarqués sont un peu complexes et pas super performants. Mais Google a là aussi la solution, évidemment, avec Android Auto qui a été annoncé à la Google I.O. PO, tu nous expliques ce que ça a donné ce Android Auto ? Techniquement. On avait fait une émission Androtech spéciale sur les automobiles connectés, et j'avais soulevé le fait qu'il fallait bien distinguer la voiture intelligente de la voiture connectée, un peu comme avec les montres d'ailleurs, à savoir est-ce que l'intelligence réside dans l'ordinateur de bord de la voiture avec toutes les difficultés de mise à jour qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'elle réside sur le téléphone que l'on amène dans la voiture. Là, en l'occurrence, la réponse de Google, c'est la même que la réponse d'Apple, c'est-à-dire que l'intelligence reste sur le téléphone et qu'on ne fait donc que déporter certaines fonctionnalités, et notamment les interactions utilisateurs et l'interface sur la voiture. Donc, en l'occurrence, Android Auto, c'est un peu une espèce de grosse home, de gros launchers spécial pour les voitures qui s'active lorsqu'on branche son téléphone à la voiture. Ulrich dit c'est un Chromecast. Moi j'aurais dit c'est presque du Wear et du Chromecast, un espèce de mélange, d'un hybride entre les deux. En tout cas, c'est clairement du screencast, c'est-à-dire que c'est ce qu'on a sur le téléphone qui est projeté sur l'écran de la voiture. Et donc, par conséquent, ça, c'est pas une plateforme technologique que Google amène, c'est simplement un produit. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on aurait pu faire sur les versions précédentes d'Android, avec nos petits doigts de développeurs et nos claviers. Mais là, c'est quelque chose que Google amène de lui-même, mais qui n'est pas une plateforme technologique, simplement un produit bien packagé, bien pensé, et plutôt sympa. Et un produit avec des beaux partenariats aussi. Évidemment. 40 constructeurs avec Renault dedans. Moi, ce que j'imagine, c'est que dans 5 ans, on achètera une voiture avec un écran à bord, et que derrière, si on branche son iPhone ou son Android, on aura l'interface Android ou iPhone, Android Auto ou CarPlay. C'est finalement vers ça qu'on va, non? Moi, c'est ma vision aussi. Moi, j'aimerais bien, ça me paraît être un monde idéal, mais en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit l'optique des deux meilleurs ennemis. Là, il me semble même qu'ils sont plutôt dans une phase où clairement, il va falloir se positionner aujourd'hui. Il y a des services équivalents chez Google et chez Apple. Pour autant, il y a des écosystèmes, et clairement, quand on te demande de choisir un écosystème, c'est pour pas que tu aies la possibilité d'aller chez l'autre. J'ai vraiment le sentiment que... Sauf que là, ils coexistent, les deux. Ouais, et surtout, c'est pas eux qui décident. Ils se sont maqués avec les mauvaises personnes pour essayer de décider. Parce que l'équipement du constructeur automobile, en général, quand il vous propose un GPS à 1 000 €, alors que vous pouvez en acheter un à 80 à la Fnac et le brancher, vous prenez pas celui à 1 000 €, vous prenez celui de la Fnac. Pareil pour l'autoradio, qui est toujours 2 ou 3 fois le prix pour la même qualité de son que le JVC que vous pouvez acheter dans le commerce. Là, ça va être exactement la même chose qui va se passer. Il va y avoir des fabricants d'autoradio ou d'autres équipements de bord qui vont proposer des versions qui sont compatibles et CarPlay et Android Auto, et c'est ça qu'on achètera. Et tant pis si les constructeurs essayent de nous vendre l'option Android à 2 000 € et l'option CarPlay à 2 500, on la prendra pas, comme d'habitude. Là, c'est un peu comme les opérateurs qui essayent d'avoir des marketplaces, etc. C'est le même délire. Est-ce que pour vous, c'est vraiment intéressant alors d'avoir ça dans la voiture ? Ça va vraiment apporter un confort supplémentaire à l'utilisateur ?
Moi, de mon côté, je suis pas forcément le mieux placé, en tout cas, pour parler de voitures, parce que les seules voitures que j'utilise, c'est les pauvres voitures de location sur Drivey ou les Autolib à Paris, donc je suis pas hyper utilisateur. Il n'empêche, toute blague mise à part, sur Autolib, ça paraît bête, mais l'interface est pas inintéressante. Elle est pas bien faite, mais elle est pas inintéressante en termes d'intention, parce que les usages ont une vraie utilité. On peut les réserver la place libre de destination, on a le GPS et on a l'autoradio. On peut d'ailleurs personnaliser les stations avec son compte en ligne Autolib. C'est plutôt pas mal pensé. Et sur ces simples usages-là, moi je trouve ça intéressant ce qui est proposé chez Autolib. Alors évidemment, là on est tout de suite à un niveau bien supérieur, et retrouver l'expérience qu'on a sur son téléphone déportée dans une auto, moi je trouve ça plutôt intéressant. De là à dire que c'est quelque chose de révolutionnaire, non, pas du tout, mais c'est en termes d'usage quelque chose d'intéressant, quoi. Je trouve ça intéressant ce que... Excuse-moi Laure, je suis désolé. Non, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que effectivement, ça, le fait que l'intelligence soit déportée sur le téléphone et non dans la voiture, ça permet l'autopartage et d'avoir toujours ses settings avec soi, son abonnement Google Music, etc., etc. Moi, je voudrais juste rajouter qu'en plus, en termes d'ergonomie, aujourd'hui, les téléphones, ne serait-ce que dans leur forme physique, sont un problème dans la voiture. Il faut toujours avoir un support, la bonne forme. Le bouton veille va s'appuyer quand on veut pas. Le téléphone va tomber. Le fait qu'on ait quelque chose de potentiellement déjà intégré dans l'habitacle, ça peut améliorer grandement les choses, surtout que l'écran peut être plus grand et éviter d'être déconcentré parce qu'on n'arrive pas à toucher le petit bouton qu'on ne devrait pas toucher parce qu'on conduit. Non, je pense que ça va être plus intéressant pour le conducteur et plus pratique surtout. Et une petite dernière chose à rajouter, c'est que bon, c'est pas vraiment les applications qu'on a sur le smartphone qui s'affichent, hein, c'est une interface qui a été adaptée à la voiture. Par exemple, Google Now, quand on fait une commande vocale, il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran, tout est dicté pour éviter que le conducteur regarde l'écran. Du coup, on lui met rien dessus. Et je pense que toutes les interfaces comme ça vont être adaptées à la voiture. Donc, il y a quand même une réflexion derrière. Et voilà, moi, sinon, je rejoins tout le monde. Effectivement, mes services, mes applications, elles sont sur mon smartphone. J'ai pas envie de devoir les réinstaller et les retrouver ailleurs. Un dernier point, Léry, tu parles des interfaces vocales, on en reparle. Moi, j'ai trouvé dans cette Google I.O. que malgré tout, il y avait toujours ce vieux petit temps de latence dans les interfaces vocales, qui fait que c'est pas immédiat, quoi. Et ouais, je suis à peu près convaincu qu'il n'y aura pas une vraie percée de l'interface vocale tant que ce sera pas un peu immédiat. Là, on sent qu'il y a le temps de traduction. On dirait qu'ils n'ont pas installé sur le device en local la compréhension qui est possible sur Android. Mais il n'y a pas. Ouais. C'est un peu bizarre, je trouve. Derrière, il y a deux différences. Pour utiliser Siri et Google Now côte à côte, des fois, Siri, j'ai l'impression qu'il interprète une fois qu'ils ont tout reçu. Ils attendent qu'ils aient reçu toutes les données, tandis que Google Now va traiter de façon asynchrone toute la voix, et du coup des fois on donne une phrase et on voit les mots qui s'affichent, et des fois il corrige parce que justement il y a eu la fin de la phrase qui change le sens de la phrase. Bah, c'est une évolution d'iOS 8 d'ailleurs que propose Apple, enfin, c'est de traduire en streaming la commande vocale. Ça va améliorer le temps de latence. Est-ce que Google Auto a les armes contre CarPlay? C'est les mêmes. C'est exactement la même techno. Donc, la réponse est oui. La réponse est oui, effectivement. La réponse est oui. C'était ce que je voulais entendre, c'est exactement la même chose finalement. On répond à toutes les annonces qui ont été faites par Apple aussi dans cette Google I.O. au niveau des annonces. Sauf que, juste pour y réfléchir et pour essayer de prolonger un tout petit peu ta question, et il me semble malgré tout qu'on va toucher quand même plus de monde à proposer un dispositif compatible Google qu'un dispositif compatible Apple, malgré tout, non? Oui, ça c'est une question d'écosystème. En termes d'armes, certes, il y a les mêmes réponses, mais en termes de potentiel, on est quand même dans des proportions tout à fait différentes, quoi. La grosse différence, c'est qu'on retrouve que Google a tendance à utiliser des normes, et l'autre grosse différence, c'est que Google propose ses applications sur iOS, tandis que c'est pas le cas. Oui, effectivement. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Il y a eu beaucoup d'annonces à cette Google I.O. dont on a parlé. Il y a eu aussi des absents. On s'attendait peut-être à ce qu'on parle plus de Google Glass, de Nest, pourquoi pas des robots qui ont été les dernières acquisitions de Google. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé ou attendu, en tout cas, à cette Google I.O. Alors ça, c'est des absences de la keynote, mais c'est pas forcément des absences de Google I.O., hein, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule conférence. Nous, on n'a pas toute la visibilité dessus. Tu peux nous en parler ?
ces 2 jours de conférence. Concernant Google Glass, en fait, c'est Android Wear, donc c'est parfaitement couvert à ce niveau-là, et c'est l'annonce qui a été faite, c'est que Google Glass était bien évidemment compatible à Android Wear. De toute façon, on le sentait venir. D'ailleurs, il y a une petite chose marrante, c'est qu'on peut afficher ses notifications Android Wear sur ses Google Glass. Ça devient un peu le bordel, mais ça fonctionne. Donc on fait une espèce de tour de tous les objets connectés qu'on peut avoir autour de Je soi. pense que ça peut revenir au smartphone à un moment. Il doit pouvoir y avoir une boucle infinie à installer sur ces trucs-là. Et quels étaient les autres sujets? Nest, il y a eu une conférence. Alors en l'occurrence, moi je n'étais pas très intéressé parce que je pense pas que ce soit un truc qui soit particulièrement innovant pour quelqu'un qui vit en Europe. Nest, c'est l'ouverture de la technologie aux développeurs tiers. Et là, on va commencer à en parler un peu plus parce que on parlait beaucoup du matos, etc. Nest. Mais là, il y a une technologie qui devient de plus en plus ouverte, pas dans le sens open source, mais dans le sens accessibilité pour les développeurs. J'ai croisé plusieurs développeurs seniors Android qui étaient hyper chauds sur cette techno. Moi, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Et l'autre gros point que justement, je pense que Péo va évoquer, c'est Tango. Mais je vais laisser Péo en parler. Ah non, j'étais parti pour répondre à la question de Laure. Donc les robots, il y a eu une conférence dessus aussi, où il y a un paquet de choses qui ont été présentées, et notamment où on a appris que Google avait participé à l'élaboration des roues de Curiosity. Ça, enfin moi je savais pas, mais c'est resté très technique et très performance. Jamais Google ne s'est exprimé sur la façon dont allaient être utilisés les achats type Boston Dynamics, qui sont particuliers puisque Boston Dynamics avait un contrat avec le ministère de la Défense américain. Ça a été d'ailleurs l'occasion d'une protestation pendant la conférence. Cela étant dit, ce qu'il se dit, c'est que, et ça paraît logique, Google va évidemment clore un à un tous ses partenariats avec le ministère de la Défense. Ce n'est ni sa place, ni sa vision, et surtout ça lui donne beaucoup trop d'obligations légales qui ne l'intéressent absolument pas. Simon, tu avais un... Ouais, moi je voulais réagir sur Nest et le fait de parler de tout l'univers de connecté dans la maison. Je pense que je vois dans le fait que Android TV se mac avec des opérateurs qui eux travaillent depuis des années et essaient de pousser de la domotique et de l'intelligence dans le foyer. Je vois quelque chose se faire de ce côté-là parce que c'est ces acteurs-là qui travaillent énormément dessus et qui auraient tout intérêt à continuer à prendre la brèche Google pour développer leurs produits. Parce que c'est comme avec les box télé, tout ce qui était domotique, ils se sont mis avec des gens qui leur coûtaient beaucoup d'argent et qui n'étaient pas vraiment efficaces dans ce qui était fait. Et si Google a le potentiel pour faire quelque chose, c'est là que ça va rentrer. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la suite de Android at Home qui avait été présentée l'année dernière, qui était un peu la techno domotique de Google. Et j'ai l'impression que c'est chez Nest que ça va se passer, mais je ne suis pas plongé dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pas d'avis. Pas encore d'avis. Pendant 3 heures, en tout cas, à la keynote et puis pendant les workshops qui ont eu lieu après, il y a eu énormément d'annonces qui ont été faites pendant cette Google I.O. Quel bilan vous en faites, vous qui avez été sur place, Ulrich, en premier? Moi, on n'a pas parlé de Tango. Et j'ai pu voir les gens qui s'occupaient du projet Tango. Ah, ça, c'est intéressant. J'ai parlé avec eux pendant 1 heure et d'ailleurs, je suis en train de préparer un dossier où j'ai fait des dizaines et des dizaines de photos et de vidéos, de démos, etc. Je suis peut-être pas le plus à même à présenter le projet, mais moi, Tango, c'est en gros, je vais présenter d'un point de vue produit. En gros, c'est une tablette ou d'ailleurs une tablette sous Tegra K1 ou un gros smartphone qui est moche aujourd'hui, mais qui est un smartphone de développement Android. Et en gros, c'est des appareils qui sont bourrés de capteurs, bien plus que ce qu'on a aujourd'hui sur nos smartphones et nos tablettes. Et c'est ces capteurs qui vont pouvoir analyser l'environnement. Donc, ils vont pouvoir, par exemple, analyser une structure. Ils vont pouvoir faire de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Grâce à tout ça, ils vont pouvoir, par exemple, l'objectif est aussi, j'imagine les gens qui travaillent dans le BTP, pouvoir rentrer dans une pièce ou par exemple scanner un immeuble et avoir la reproduction en temps réel sur le smartphone. Ça, j'ai vu des démos qui allaient dans ce sens, c'est-à-dire j'ai vu des téléphones qui étaient en train de filmer le public et on voyait en temps réel finalement le public apparaître et on pouvait naviguer ensuite et déplacer son point de vue.
C'était assez impressionnant. J'ai vu des jeux dans ce sens-là aussi de réalité augmentée qui étaient très impressionnants. Et j'ai l'impression que c'est en train de fourmiller d'idées, mais peut-être que je vais laisser parler les autres qui connaissent sûrement mieux le projet d'un point de vue technique. Théo, lui, par contre, normalement, il connaît bien le projet Tango. Bah non, en fait, pas particulièrement. Ah bah non, mais c'est pas comme ça. Non, mais c'est une plateforme qui est géniale et qui permet pas mal de choses, en particulier cartographie d'intérieur, etc. Voilà, mais j'avoue que c'est pas dans mes sujets d'intérêt particuliers. Alors, c'était quoi les sujets d'intérêt particuliers qui t'ont marqué pendant cette Google I.O.? J'ai pas mal regardé ce qui impliquait les changements de l'interface graphique d'Android. J'ai aussi il y a un truc moi qui m'a marqué, on l'a vu pendant la keynote et on l'a pas vraiment vu à aucun autre moment, il n'y a pas eu de conférence sur le sujet, il n'y a pas eu de démo, c'est l'exécution des applications Android sur Chrome OS, et ça c'est quelque chose qui me laisse avec beaucoup d'attentes, mais aussi énormément de questions. On ne sait pas trop comment c'est fait. Beaucoup de gens dans la salle se sont demandé est-ce que c'est juste du screencast, on a l'appli sur son téléphone et elle est affichée sur le Chromebook. A priori non, elle est bien exécutée sur le Chromebook. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'elle est exécutée? Est-ce que c'est juste une instance d'ART, donc la machine virtuelle d'Android, qui est sur le Chromebook? Auquel cas, comment ça se passe si jamais c'est un jeu et qu'il est compilé juste par ARM et que, enfin, tous ceux qui utilisent le kit de développement natif, ça va être compliqué parce que voilà, il y a des Chromebooks sur x86, il y en a d'autres sur ARM. Bon voilà, il y a plein de questions et j'ai pas de réponse. Je suis un peu sur ma faim, mais j'avais absolument pas d'intérêt sur le Chromebook jusqu'à cette annonce. Et toi, est-ce que tu trouves le Chromebook intéressant depuis lors? C'est intéressant parce que j'ai eu un peu la même réaction que Pierre-Olivier pendant la conférence. En fait, on a vu un peu cette démonstration des applications qui sont lancées sur un Chromebook, sur Chrome OS. Puis on fait bon, on verra. Et puis en fait, on ne sait pas trop ce qui va en être derrière. Pour autant, c'est quelque chose qui a pas mal sans doute de potentiel parce qu'aujourd'hui, Chrome OS, on a beau avoir leurs chiffres et leurs slides qui démontrent que c'est les trucs préférés sur Amazon, etc. On voit aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, et je ne sais même pas si dans la réalité du terrain, il y a beaucoup de personnes qui se baladent avec leur Chromebook pour bosser. Je ne me rends vraiment pas compte et je parle peut-être un peu vite. Mais je crois vraiment qu'avec un potentiel d'application Android sur ce type d'appareil, ce serait intéressant. Il manque encore une fois cette vraie utilisation comme un vrai appareil desktop qui ferait de Chrome OS une vraie solution de Google pour l'informatique personnelle, quoi. Ah, on a Oui, pardon. Vas-y. Non, excuse-moi. L'autre truc, mais en fait, moi j'allais changer de sujet, donc vas-y, enchaînons, c'est parfait. L'autre truc qui m'a marqué aussi, et je vais emprunter les mots de Jean-Baptiste Quéru qui en a parlé hier sur Google+, c'est qu'il y a un changement de paradigme assez important sur Android lié au multitâche. Avant, Android était un OS qui était centré sur les applications. Maintenant, il est centré sur les documents ou les tâches. Je ne sais pas exactement comment on va les nommer. Le contexte, c'est que à la keynote, ce qu'on nous a montré, c'est que dorénavant, les onglets Chrome et n'importe quel autre type de données dans le genre d'une application développée par un développeur tierce allaient apparaître dans le multitâche d'Android. C'est-à-dire que si on est sur Frandroid et Facebook en page web et qu'on a lancé l'application Evernote et l'application SMS, quand on appuie sur multitâche, on voit Frandroid, Facebook séparément, l'application Evernote et l'application SMS. Et ça, c'est assez intéressant. Ça a l'air de rien comme ça. Ça a l'air d'être juste une feature cool qui nous évite de presser sur le bouton des onglets de Chrome. Mais en vrai, d'un point de vue technique, c'est un vrai changement de paradigme parce que ça introduit une notion de tâche dans l'OS qui n'existait pas vraiment avant puisque c'était centré sur ce qui apparaissait à l'écran avant. Est-ce qu'on a parlé du projet ARA pendant cette Google I.O. Dans les conférences ou dans les ateliers derrière cette grande keynote? On en a parlé un peu on en a pas parlé, mais on a pu l'apercevoir sur le stand de Tango justement. J'en ai pris un en photo d'ailleurs, mais pas plus que ça. C'est-à-dire que Tango, pour le coup, c'est vraiment
très proche d'Ara parce que c'est plein de capteurs et du coup, on pourra peut-être fabriquer son téléphone Tango à travers la plateforme Ara, mais je pense qu'on en parlera dans les prochains mois. Les premiers téléphones Ara, c'est prévu pour début 2015. Et je voulais répondre rapidement sur un truc que PO disait, et d'ailleurs, j'ai participé à un workshop polymère, qui est le framework utilisé en gros pour le web, etc. Et je pense qu'on va vraiment vers un affichage unifié à travers les applications web, et pas seulement sur Android. Qu'est-ce que tu penses justement, toi Simon, de toute cette convergence d'un point de vue développeur? Là, il y a un éternel débat sur toujours. Enfin, on peut en reparler longtemps sur du. On peut pas. Du web, du natif. Qu'est-ce qu'on va utiliser, pourquoi, et est-ce qu'il faut faire les deux, etc. La stratégie de Google, c'est pas d'essayer de mettre en avant web mobile parce que voilà, faut arrêter de croire qu'à ça. C'est plutôt d'essayer d'effacer les différences entre les applications natives et les web apps. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Google fait ça très bien. Après, les autres acteurs du marché, ça Ils vont s'y mettre. Ça dépend beaucoup. On va arrêter ici pour la Google I.O. puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et que tout cela va sortir d'ici la fin de l'année, voire en 2015. Google a également présenté de nombreuses applications qui sont liées à tous ces systèmes d'exploitation qui ont été détaillés. On va en parler tout de suite. Des applications, il y en a eu beaucoup pendant la Google I.O. Ulrich en a une à nous montrer et c'est une application qui va un peu énerver Facebook, je pense. Alors, c'est un jeu, en gros. Oui, moi, je pense ça plus pour un jeu. Quand même. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, à la fin de la conf, Google a dit on va vous offrir un kit de développement. En gros, c'était quelque chose comme ça. Une carte de développement, ils appelaient ça. Quelque chose comme ça. Et en gros, on sort de la conf et ils nous donnent voilà, on avait l'impression d'avoir une espèce de paquet Amazon avec un livre qui était arrivé dedans. En fait, ça s'avérait que c'était que du carton. Et l'idée, c'était de se construire un casque virtuel en carton avec 2 lentilles au niveau des yeux. Et effectivement, il manque l'écran pour que ça devienne un vrai casque virtuel. Et d'ailleurs, on mettait son smartphone dedans. Et là, on avait une espèce d'Oculus Rift pour cheap. Dès qu'on le mettait dedans, il y avait un petit tag NFC qui démarrait une application qui était pré-intégrée dans l'application de la Google I.O. Et ensuite, on avait en gros un affichage en 3D parce qu'on avait 2 images côte à côte qui étaient sur l'écran du smartphone. Et avec les lentilles, du coup, on avait un affichage en 3D qui utilisait l'accéléromètre et la boussole du téléphone pour en faire un vrai casque de réalité virtuelle. Et donc là, l'application, elle est dispo sur le Play Store. Et on peut donc suivre les plans qui sont proposés par Google en libre accès pour fabriquer soi-même son Oculus, ou presque, en carton, avec la liste des éléments qui sont nécessaires à acheter. Je tenais quand même à signaler que c'est un gros copy-paste d'un projet qui a gagné un concours de développement au Mobile World Congress de cette année, qui a été fait par des étudiants de l'école Esprit à Tunis. C'est vraiment exactement pareil. Je trouve ça un peu dommage. D'ailleurs, il y a plusieurs solutions comme ça, mais celle-ci, elle a intérêt d'être peut-être un peu moins chère. Mais je sais pas, est-ce qu'ils vont vendre directement Google ce bout de carton ou est-ce que c'est ils vont pas. Non, c'était juste pour la conférence. C'est plus en tout cas, dans l'esprit blague. Il y avait un stand pendant la Google I.O. et ils vont peut-être développer l'écosystème d'applications. C'est assez marrant. En tout cas, c'est un clin d'œil à Facebook et à Sony. C'est marrant. C'est assez sympathique. Il y a eu d'autres choses qui ont été annoncées avec Android Wear. Il y a une application, forcément. Oui, bon, c'est très expérimental encore aujourd'hui, malgré le fait que Android Wear a été lancé un peu avant l'I.O., on avait déjà des informations. Ça permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités de la montre qui seraient difficiles à utiliser sur son écran. Maintenant, on n'a pas vu grand-chose non plus, parce qu'il n'y a pas d'application vraiment disponible pour les lancer sur la montre. Donc ça reste quelque chose qui est bien quand on a une montre, mais qui ne fait pas grand-chose. On voit tout en bas de l'écran la partie bleue qui renvoie vers un store d'applications auquel on n'a pas accès puisque l'application n'est pas en ligne. Et Edouard m'a dit qu'il développerait la partie sur l'application humanoïde et Android dédiée à Android Wear. Ah bah j'espère. Cet été. On testera ça sur la Samsung et la LG alors. Bah oui, ou la Motorola. Croisez les doigts.
D'ici là, on va pouvoir tester quelque chose qui sera beaucoup plus facilement accessible. Ce sera le nouveau clavier Google. Alors, c'est peut-être pas le plus important des nouveaux éléments d'interface qui ont été présentés. Ceci dit, il est assez symptomatique du style. On a une nouvelle typo qui est utilisée pour ce clavier, qui est beaucoup plus aérée. Les touches sont plus espacées, on a des nouvelles émoticônes, on a toute une nouvelle présentation qui est beaucoup plus agréable avec les petites icônes qu'on va sélectionner qui vont s'afficher de manière ronde, qui reprennent tout à fait le style flat du Material Design qui a été annoncé. C'est un très joli clavier avec de la saisie intuitive qui est très bien faite. En tout cas, c'est agréable à utiliser, on le teste sur Android L depuis aujourd'hui, puisque c'est dispo depuis hier. Et en tout cas, on a hâte de le voir arriver sur nos smartphones, puisqu'il est très bien fait. Voilà pour les applications Google qui ont été annoncées pendant cette Google I.O. Nous, on va se quitter ici après cette conférence. On se retrouvera d'ici quelques semaines dans un prochain Androtech. Je vais remercier ceux qui sont en train de jouer avec leur montre à côté, c'est-à-dire Ulrich. Tu reviens bientôt? Merci Laure, je reviens ce week-end, promis. Je sais que ça fait pas mal de temps que je suis pas revenu, mais je me suis fait l'E3 et à Google I.O., c'était bien sympa. Pod, merci d'être avec nous. Je sais que tu as des rendez-vous qui t'attendent. Par contre, effectivement, moi je reviens pas la semaine prochaine, hein, donc je vous dis à dans 2 semaines. Merci Guillaume d'être venu avec nous. Merci. Tu reviendras aussi? Ouais, volontiers. Et encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Simon, merci d'avoir été avec nous. Mais de rien, c'était un plaisir. On va remercier en régie Edouard Marquis, notre producteur, qui fait des coucous. Fais des coucous. Et également Olivier Rousseau, notre réalisateur, avec Gala qui surveille. Vous pouvez partager cette émission et on vous y encourage sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la commenter avec le hashtag Androtech. Vous retrouvez également d'autres émissions de Tech.tv avec notamment Sportech. Et nous, on se retrouve très bientôt.